Fait qu'aujourd'hui, on continue notre petit cours de rechargement en ligne. J'ai ici toutes les brasses que j'avais annihilées. Finalement, je les ai annihilées entre les deux vidéos. Euh, Petite parenthèse rapide au niveau de l'annealing parce qu'il existe vraiment beaucoup de techniques sur Internet. Je veux juste clarifier certaines choses. Euh, Moi, comme vous avez vu, j'utilise l'AMP qui, en ce moment, sur le marché, est pas mal le meilleur système d'annealing qui se fait, mais qui est aussi le plus cher et de loin. Il existe d'autres choses qui se trouvent. Il y en a aux torches. Qui sont sur des systèmes rotatifs, là, ça fait tourner les douilles, il y a une torche qui envoie une flamme là, branchée sur du propane finalement, qui est la méthode probablement la plus couramment utilisée puis dans les moins chères. Il existe une autre méthode encore moins chère qui est l'annealing au sel. Annealing au sel, moi pas au sel, ouais c'est ça, un bain salé. Euh, Moi, je vous dirais de faire très très attention. Si vous parcourez les forums, ces choses-là, il y a beaucoup d'histoires qui sont vraiment un peu euh, un peu inquiétante de personnes qui ont eu des accidents avec ça. Moi, je me tiendrais loin de ça. Oui, c'est la moins chère. Je pense qu'on est capable de se monter un kit pour à peu près 50$. Mais il y a d'autres, tu sais, il y a des articles qui ont été écrits aussi par AMP. Fait que des fois, c'est un peu biaisé. Mais qui ont analysé pour finalement se rendre compte qu'un annealing au sel donnait aucun gain d'élasticité à ta douille. Finalement, ça annihilait pas du tout. Fait que, bref, si vous voulez annihiler sans mettre trop d'argent, un annealing au propane, c'est probablement la meilleure option. J'avais fabriqué une machine il y a quelques années pour le faire moi-même. Les plans se trouvent sur Internet assez facilement. J'essaierai de les mettre dans la description. Ça m'avait coûté à peu près 50$ en pièces, là, des morceaux de bois, un plat à gâteau finalement pour faire le gros drum. Puis après ça, c'était de la machinerie électronique pour le timer, puis un moteur électrique pour faire tourner le drum en tant que tel. Sinon, il y a des compagnies comme Gongjo qui en fabriquent puis qui en vendent aussi. Je pense que c'est autour de 200-250$ la machine déjà faite, tout en métal, déjà calibrée pour embarquer les deux et vous sauver beaucoup de problèmes à le faire ou d'ajustements à le faire vous-même directement avec des machines comme ça, puis le prix est quand même raisonnable. C'est la fin de ma parenthèse pour ce qui était de l'annealing. Je sais que je reviens en arrière, mais bon, je pense que c'est important à nommer quand même. Fait que pour la capsule d'aujourd'hui, on parle de resize. Ça va probablement, en fait, définitivement, ça va être la plus grosse et la plus longue capsule. Pas parce que c'est l'étape la plus compliquée, mais parce que c'est l'étape qui fait le plus débat, puis c'est l'étape qui a le plus de choses à dire, je pense. Fait que c'est sur celle-là que je vais probablement passer un peu plus de temps. Il y a plusieurs écoles de pensée autour de ça. Je vais essayer de tous les couvrir. Ça se peut que j'en oublie. Je fais ça sur le fly. Moi, je vais vous montrer comment moi je le fais. Je vais vous montrer comment je le faisais avant. Je vais vous montrer comment il y a certaines personnes que je sais le font. Puis, selon vous, selon vos objectifs, puis ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre en rechargeant, choisissez la technique qui vous va le mieux. Il y en a qui, je trouve, se cassent vraiment beaucoup la tête pour aller chercher un huitième, un 16e de pouce plus précis à 100 mètres, mais qui, pour atteindre ça, vont mettre 10 heures de plus dans leur rechargement, je veux dire pour une centaine de douilles. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais pas. Moi, pour une centaine de douilles, processus en entier, avec le seating à la fin là, du moment où je déprime jusqu'à seater, ça dépassera pas 60 minutes pour la centaine de douilles. En tant que je fais pour ça, parce que souvent je le fais par batch de 300. J'ai pas de temps à perdre à faire des étapes, puis je mettrai pas 15 heures sur mon reload, c'est pas vrai. C'est ça qui me convient à moi. Si je tirais 1000 balles par année, mon but, ça serait de tirer au club de tir, puis de tirer toujours trou dans trou, à tous les jours que j'y vais.
c'est sûr que je mettrais plus de temps, mais il y a une différence entre de la production de volume, puis qu'on cherche une certaine qualité, puis de la production de 100% qualité versus ça me dérange pas de passer 15 heures sur une seule douille si finalement j'arrive au résultat ultime de précision après ça. Bref, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'étapes, à vous à choisir jusqu'où vous voulez aller, puis c'est quoi votre plaisir là-dedans. Personnellement, je reload entre autres pour sauver sur l'argent, parce que Dieu sait que les munitions, ça coûte cher, puis quand t'en tires plus que 3, 4, 5 000 par année, ça paraît entre payer 2 piastres la balle, puis en rechargeant, tu payes 1 piastre la balle. Ça paraît beaucoup, puis de deux, la qualité que je suis capable d'aller chercher, c'est du 1/2 pouce à 100 mètres. Puis personnellement, moi, ça me convient quand je fais mon reload. J'aime bien reloader aussi. Je me mets dans ma bulle, etc. S'il y en a que le reload en tant que tel est une passion, à ce moment-là, ce que tu veux, c'est effectivement, c'est la plus grosse précision, etc. Puis à la fin, probablement dans les derniers épisodes, je vais en faire un sur la concentricité. Puis l'effet que ça a sur les cibles. Vous allez voir que finalement, une munition de qualité va grouper très bien, puis d'aller chercher le petit peu plus précis. Une fois que, admettons, ta carabine fait du 1/2 pouce, aller chercher ton 1/4 de pouce, puis chaque 1/8 de pouce de plus, c'est une énergie phénoménale à donner de plus, autant dans le reload que dans le tuning de sa carabine, pour aller chercher. Il y en a qui vont le vouloir, et c'est très correct, mais l'investissement est énorme pour le très peu de gains que ça a. Fait que, fin de parenthèse, on va parler resize. Comme j'ai dit, vous choisissez votre type de rechargement. Déjà en partant, il y a le full length resize qui est des matrices complètes. Pour utiliser les termes français, là, c'est des matrices qui servent à reformer l'ensemble de la douille. Donc, ils partent du neck, ils refont l'épaule, ils refont toute la longueur, puis ils finissent par réouvrir avec un expander si vous laissez l'expander à l'intérieur, là, mais qui remet le col finalement au bon diamètre là, pour le boulet. L'autre manière, c'est le neck resize. Le neck resize, il va pas toucher à ton épaule ni au corps de la douille, il va juste toucher au neck, qui est la partie finalement qui va tenir le boulet. Ceux qui font que du neck resize, ce qu'ils ont en tête, c'est de dire ben la douille puis mon épaule va venir s'accoter dans ma chambre, va prendre la forme de ma chambre, puis après ça, je vais juste jouer avec la tension du boulet, puis la douille va être adaptée à ma carabine. Ce qui est plus ou moins vrai. En fait, c'est vrai qu'elle va s'adapter, mais plus tu vas tirer, plus la douille va se solidifier à l'intérieur de cette forme-là, puis à un moment donné, tu seras plus capable d'ouvrir le bolt. Parce qu'à toutes les fois que tu tires, le brass, il prend de l'expansion, puis il se reforme, il rapetisse par la suite, ce qu'on appelle le spring back. Il reprend sa forme d'origine, avec une certaine expansion quand même due à la pression. Mais il va reprendre une certaine forme. Mais il fait de l'expansion. Puis plus tu tires dans la même chambre, sans faire un resize complet de ta douille, plus la douille elle va continuer à prendre de l'expansion. Jusqu'à un moment où est-ce que tu vas avoir de la misère à fermer ta chambre. Parce que les pôles vont être à côté, les parois vont être à côté. Fait que le bolt va être difficile à cycler, puis voire impossible à fermer. Puis à ce moment-là, si tu forces pour le fermer, tu viens de rajouter une grosse pression sur ton épaule et ça va peut-être te péter d'en face. Ce que tu veux, de toute façon, en tir de précision, c'est avoir de la constance. Fait qu'il n'y a pas de raison de se dire que tu vas faire juste du neck, puis ta douille, elle va prendre la forme de ta chambre. Ta douille, elle va se déformer à toutes les fois. Faut, selon moi, reculer son épaule, puis faire une reforme du reste du corps de ta douille à tous les rechargements. Il y a plusieurs moyens pour le faire, puis ça c'est mon opinion, là. Il y a plusieurs moyens pour le faire. Soit utiliser, comme j'ai dit tantôt, un die qui est un full length die. Maintenant, il y a des full length die custom puis même dans le non custom, il y en a de super bonne qualité qui déforment presque pas, qui vont presque pas la faire travailler finalement ta douille pour lui donner, je veux dire, 1 millième, 2 millièmes de recul sur ton épaule juste pour être capable de recycler tes douilles rapidement, puis sécuritairement, puis facilement. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire. Fait que bon, tu peux utiliser un full length die, tu peux utiliser un body die qu'on appelle, qui finalement sert juste à
reformer la douille, l'épaule. Il y en a que c'est des shoulder bump die qui servent à reculer uniquement l'épaule. Bref, il y a vraiment plusieurs options. Fait que c'est à vous de voir à ce niveau-là c'est quoi qui est votre préférence. Je peux vous donner un exemple de ce que j'utilisais du temps où je faisais un peu de F-class. Mon kit à moi pour recharger, c'était un collet die. Ceux-là sont en calibre 308, fait que c'est un collet die de lit. Le collet die, ce qu'il y a de différent des die standards, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Là, c'est vraiment fait intelligemment. Puis à l'époque, c'était le nec plus ultra de la technologie. J'exagère un peu. Mais en fait, c'est un die qui a la forme, je ne sais pas à quel point vous allez bien voir, mais bref, il a la forme d'une douille de 308. Bon, là, c'est pas une douille de 308, mais c'est juste pour l'exemple. Ça a la forme d'une douille de 308. La douille, elle vient s'accoter à l'intérieur. Il y a je vais appeler ça un pilote ou un guide qui a un calibre 308 qui sert à accoter finalement la douille au travers. Et comme ça, la douille vient rentrer, elle va s'accoter à l'intérieur du collet, comme ça, et la pression des deux, parce que cette partie-là ici, vient s'accoter sur le shell holder. Donc c'est le shell holder, en fait la pression entre le shell holder et le reste du die qui va venir écraser, ce qu'on voit ici un peu les dents, va venir écraser toute la matrice sur le collet pour le reformer. Ça fait que la douille elle reste hyper concentrique, cette méthode-là. C'est ça qui était super intéressant à l'époque. On le faisait plusieurs fois, fait qu'on donnait un coup à une certaine pression. On tournait la douille, puis on le répétait la même opération 3-4 fois. Fait qu'on tourne la douille, je veux dire, de 30-40 degrés, puis on le refaisait. On installe... En fait, quand je faisais ça, j'installais sur ma presse je sais que je l'ai en quelque part, il faudrait que je fouille, mais un torque wrench, finalement. Fait je le mettais, par exemple, à 30 livres de pression. Fait que comme ça, à toutes les fois qu'il cliquait, ben, je sais que j'avais 30 livres de pression sur le collet de ma douille. Fait qu'à ce moment-là, j'étais capable d'avoir une bonne répétitivité et j'avais une bonne concentricité. Les douilles étaient vraiment bien droits. Et j'utilisais le collet die en parallèle avec un body die qui me servait à reculer l'épaule. Je la reculais d'1 millième à l'époque et reformer l'ensemble du corps de la douille. C'était la combinaison que j'utilisais. C'est la combinaison qui, je pense, m'a donné les meilleurs résultats en termes de précision. Par contre, c'était assez long parce que avec le body die, il faut lubrifier l'ensemble des douilles. Le collet die, on n'avait pas besoin, mais c'est passé 2 fois dans les matrices. Pour ceux qui utilisent, comme moi, des presses single stage, là, qui sont pas progressives, ben, c'est 2 fois une étape différente avec 2 die. Donc, on fait une batch, je veux dire, de 100. On passe 100 fois les douilles avec le collet die. Après ça, on passe 100 fois les douilles avec le body die. Ceux, par contre, qui utilisent des presses progressives, ben, on est capable de tout le faire sur un seul mouvement de bras, ce qui est quand même intéressant. Ça, c'est une des options que moi j'ai utilisé à une certaine époque. On va les ranger. Maintenant, j'utilise, comme vous vous en doutez probablement, à cause du volume, j'utilise des full length die. J'ai arrêté de faire du collet puis du neck reset. Le neck, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée sans le combiner avec un body die. Puis le collet, vous avez vu, je le combinais déjà avec aussi un body die. Donc, full length, les deux options qu'on a, c'est avec bushing, sans bushing. La différence, mettons mon die de 223, pas de bushing. Bon, 223, vous comprenez, c'est pour mes munitions de pratique ou tirer pour le fun ou certaines compétitions qui sont restrictives en calibre, mais pour lesquelles je me casse pas beaucoup la tête. Vous le verrez pas à la caméra, j'en suis à peu près certain, mais la différence entre un full length qui utilise un bushing, ceux qui en ont pas, c'est que le bushing, c'est la section du die
qui va servir à reformer la partie du neck. Donc, la section body, la section épaule va être la même d'un die à l'autre, mais le bushing va venir permettre de changer la tension qu'on va mettre, donc de combien on va resizer le collet de la douille. Les bushings s'achètent à part, puis on a la possibilité de les prendre normalement, c'est à peu près 1 ou 2 millièmes là, d'ingrément. Tu choisis la pression que tu veux mettre. Je vous montrerai comment on fait pour le calculer pour cette section-là. Donc pour un full length sans bushing, c'est la matrice avec une tige et un expander qu'il y a à l'intérieur. Bon, selon la marque, ils vont être différents. Celui-là, je pense que c'est un Redding. Ouais. C'est un Redding sans bushing. Il y a l'expander ball qui est à l'intérieur. Il y a l'option de mettre un expander à part. Donc, c'est-à-dire, on peut enlever pratiquement cette tige-là ou enlever l'expander ball du milieu et de le faire à côté. Personnellement, je le fais pas, mais c'est uniquement pour une question de pas rouler 2 die de la même manière que je fais pas un bushing, mais un full length body die. Excuse-moi, un body die avec un neck resize ou des choses comme ça, puis je prends une seule matrice pour le faire une seule fois. Si j'aurais une presse progressive, définitivement que je prendrais un expander à part de mon full length. Je vous montre à quoi ça peut ressembler à un expander. C'est une matrice qui est un peu vide à l'intérieur, avec la possibilité de mettre une tige qui est un expander. Ceux-là, c'est des 21 Century, si je me rappelle bien. Fait que c'est tout simple, c'est uniquement cette pièce-là qui vient travailler. Celle-là, c'est un calibre 22. Fait que il est plus petit que mes douilles de 6.5, mais bon, une fois que la douille est reformée à l'intérieur des full length, la partie du neck est raccourcie, plus petite que la grosseur d'un boulet pour créer une certaine tension. Et c'est l'expander qui va venir expandre la section du neck quand il va le traverser. Et c'est ça qui va créer la tension finalement. C'est de combien on va expandre le neck une fois qu'il a été resizé pour dire, on va l'expandre par exemple de 1 millième plus petit que la largeur du boulet. Puis à ce moment-là, ce que ça va vouloir dire, c'est que on va avoir une tension de 1 millième. 2 millièmes, c'est la même chose. Fait que finalement, on peut choisir cette tension-là quand on a un expander à part ou quand on a un bushing à part. Ouais. Pour les die à bushing, je vais le sortir. Donc, les die à bushing, celui-là c'est un Hornady en 6.5 Creedmoor. Le bushing, c'est comme ça. Ça, c'est des bushing Redding, mais bon, sont tous, ils utilisent normalement tous les mêmes dimensions. Donc, mon bushing, il est plus petit que ma douille qui a été tirée, qui est fireformée. Quand je vais la passer à l'intérieur du die, toute la section de la matrice va reculer l'épaule, va faire le body, et mon bushing va venir s'occuper de faire la section du neck à la grosseur que je l'ai sélectionnée. Comment je fais pour sélectionner un bushing? Les bushings, c'est pas la pièce dans le reload qui va vous coûter le plus cher. Fait que la plupart du temps, pour un même calibre, les gens en ont, je vais dire 2, 3, 4, là, qui achètent en même temps que le kit de die. Qui sont tous, je veux dire, par agrément de 1 millième de pression. Comment on fait pour le mesurer? C'est assez simple. Personnellement, j'ai pas investi dans des gros outils. J'utilise un caliper ben cheap, je pense qu'il vient de chez Canadian Tire, peut-être d'ailleurs, je sais pas, je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Mais il existe des outils plus précis pour le mesurer. Personnellement, j'aime bien avoir une donnée de départ. Ensuite, est-ce que à 1 millième près, ma tension est importante? Personnellement, je trouve que non, parce que il y a plusieurs tensions à tester. Fait que je dise que je pars à 1 millième ou à 2 millièmes, si finalement je teste 3 tensions différentes, ça a peu d'importance. Un peu comme le seating depth, la profondeur à laquelle on va mettre le boulet, d'être certain
à combien tes riflings sont, tant que tu restes sécuritaire dans ton seating, ça n'a pas vraiment d'importance parce que tu vas tester plusieurs distances différentes. Fait que l'important, c'est d'avoir une donnée théorique de référence. Puis moi, c'est uniquement comme ça que j'utilise. Donc, comment je fais pour choisir quel bushing je vais utiliser au départ? C'est bien simple. Je prends ma douille, je prends la mesure de ma douille, épaisseur du neck d'un seul côté. Fait qu'on va dire ici 0.015, on va la reprendre à 2-3 endroits différents. 0.015. Attends. 0.015, bon, c'est assez fiable. On va en prendre une deuxième. Ceux-là, ils ont été neck tournés il y a quelques temps déjà. Ils devraient être relativement stables. 0.0155. 0.015. Attends. 0.016. OK. 0.0155. 0.015. Attention. 0.015. Oups. 0.0155. OK. Fait que c'est assez stable. 0. On va juste le prendre en note. 0.015. Vous comprenez qu'un neck, ça fait le tour. Fait que sur la largeur totale, il va falloir le considérer 2 fois. Fait que c'est 0.015 fois 2, plus l'épaisseur d'un boulet. Donc là, ces douilles-là, puis ce calibre-là, c'est en 6.5 Creedmoor. Donc l'épaisseur devrait être 0.264 en théorie, là. Plus ou moins 1 millième. Fait on a 0.263. 0.263 pour ce boulet-là. J'en ai-tu un autre qui traîne? Non. Bon, fait qu'on va faire comme si on en avait mesuré 2,3, puis les 2,3 nous donnaient 0.263. 0.263. La magie de la télé. Donc, au total, ça me donne 0.293. Ce que ce 0.293-là veut dire, c'est que si mon boulet est seaté à l'intérieur de ma douille, donc à la fin, d'un côté de la douille jusqu'à l'autre, le total de tout ça devrait me donner 0.293. Ce qu'on fait avec cette information-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va refermer la douille, quand on va la reformer, on veut que le neck soit plus petit que cette épaisseur totale-là pour pouvoir donner une tension sur le boulet. Certains boulets, certains calibres vont aimer plus de tension, d'autres moins de tension. En règle générale, on part autour de 2 millièmes de tension. Donc, ça serait un bushing de 0.291. Comme vous l'avez vu tantôt, le bushing que moi, je roule actuellement pour mes boulets en 6.5, mes boulets, bon, ceux-là, c'est pas les bons, mais les boulets que j'utilisais avec cette die-là jusqu'à maintenant, c'était des boulets coated. Donc, les boulets coated ont besoin de plus de tension pour bien fonctionner. Et donc, finalement, mon bushing pour mon die était à 0.289. Ce qui me donne 4 millièmes de tension, finalement. La plupart des boulets en cuivre standard vont rouler avec 2 millièmes de tension. Les boulets qui ont un coating spécial vont souvent prendre un peu plus de tension. 4 millièmes, je pense, c'est très raisonnable, mais comme je vous dis, souvent, faut le tester. C'est-à-dire que si vous allez tirer au club de tir et que vous n'arrivez pas à grouper, souvent, modifier la tension du neck va complètement changer vos groupes. Augmenter votre tension de 2 millièmes, ça va passer d'1 pouce, 1 pouce et demi à 1 demi-pouce, juste comme ça, sans se forcer, sans travailler. Ça arrive souvent. Si vous n'arrivez pas à faire un développement, si votre développement de load n'est pas concluant, vous avez passé à travers toutes les étapes correctement, c'est le grouping, finalement, qui marche pas. Vous avez essayé plusieurs settings différents, donc plusieurs OAL. Là. Souvent, c'est le neck tension qui est le problème. Soit vous en mettez pas assez, soit vous en mettez trop. Faut l'ajuster. Maintenant qu'on a passé pas mal tout le matériel théorique de comment resizer, on va en resizer une batch pour vrai. Comme j'ai dit rapidement tantôt, il y a beaucoup de types de die. En fait, toutes les full length, tout ce qui a un frottement mécanique entre les matrices et les douilles vont prendre de la lubrification.
faut bien étendre votre agent lubrificateur. Celle-là, c'est de la Dillon. J'ai aussi de la R&D Dry Lube. Ce qui est le fun avec la Dry Lube, c'est qu'elle est super facile à enlever. En fait, ça le dit, c'est dry, donc ça laisse pratiquement pas de résidus. La Dillon, je l'aime parce qu'elle a jamais coincé aucune douille dans les matrices. Elle est vraiment très, très douce. Par contre, il faut l'essuyer à la fin. Des fois, il faut même shooter un peu de brake cleaner pour être sûr de tout enlever. Mais bon, je l'aime, puis il en reste encore la moitié. Donc, pour resize, je viens de mettre mon die. Il y a un ajustement à faire pour reculer l'épaule adéquatement. Faut la reculer, mais pas trop ni pas assez. Si on la recule pas assez, comme j'ai dit tantôt, la douille va finir par coincer, vous allez avoir de la misère à fermer votre boat, ça va commencer à mettre de la pression sur les lugs puis devenir dangereux. Donc on veut pas ne pas la reculer. Après ça, trop la reculer, c'est de faire trop travailler la douille, ça va lui donner beaucoup d'expansion à faire. De un, ça va maganer les douilles, ça va réduire de beaucoup leur durée de vie. De deux, vous allez perdre beaucoup en constance. Ce qu'on vise normalement, c'est à peu près 2 millièmes. Si vous tirez dans des conditions dégueulasses, vous pouvez reculer jusqu'à peu près 4 millièmes, là, ça reste dans le respectable. Donc, on va ajuster le die. Avant de faire ça, on fait la lubrification. Donc, comme j'ai dit tantôt, est-ce qu'on le voit bien sur la caméra? Plus ou moins. Donc, comme j'ai dit tantôt, lubrification égale. Comment on fait ça? Push, push. Brasse les douilles, push, push. C'est à peu près ça. Je me casse vraiment pas la tête plus qu'il faut. Là, je les ai mis sur une belle plaque à biscuits pour la démonstration, mais en règle générale, mon autre pot qui est ici, je sais pas si on le voit bien, je peux essayer de vous approcher. Mon autre pot qui est ici, je vais utiliser la même technique, push-push, je joue un peu dedans, push-push, je joue un peu dedans, push-push, jusqu'à ce que finalement, les douilles, comme ceux-là, ben on sent qu'il y a du lubrifiant dessus. Du moment qu'ils sont lubrifiés, ils coinceront pas dans le die. Une autre technique que j'aime bien, c'est des sacs à Ziploc. Ce qui m'acharne un peu plus avec ça, c'est qu'après 3-4 fois, le sac à Ziploc devient vraiment dégueulasse, on le jette. Alright, donc pour le reste du vidéo, je m'excuse, vous verrez pas mon beau visage. Faire mes affaires. Bon, il y en a juste toujours. Alright. Pour la partie ici. Le die est installé, mais il est encore loose comme vous pouvez le voir. Mon caliper avec un outil R&D et c'est un shoulder measurement tool, là, je pense le nom officiel, mais bref, ça sert à mesurer les épaules. On va remettre à 0. On va prendre nos douilles fraîchement lubrifiées. On va les mesurer. On se rappelle, c'est les douilles qui ont déjà tiré. Et donc, ils ont pris de l'expansion selon la grandeur de ma chambre. Ce qu'on veut, c'est les reculer de 2 millièmes. Donc là, on va voir comment on fait pour les reculer de 2 millièmes. Donc, 1.5355, c'est la longueur de mon épaule. On va en mesurer plusieurs juste pour faire sûr. « 5.375. Donc, tous mes douilles sont à 5.375. C'est la mesure qu'on va utiliser pour calibrer notre die. Comment on fait ça? C'est tout simple. On a la douille. On va au fond. On revient. On prend la mesure. Là, la mesure, évidemment, est la même. On n'a pas... parce que le die est vraiment loin. Bon, celle-là, je l'ai pré-calibré parce que, dans le fond, j'ai un lock ring que je barre en place une fois que j'ai trouvé mon setting. On va aller au bout, voir si je suis à 2 millièmes finalement. Et bref, on va au bout, on recule,
on devrait avoir 2 millièmes s'il est bien calibré. 1.536. Donc, je suis 1 millième et demi reculé avec mon setting de die. C'est comme ça qu'on devrait le faire. Une fois que vous êtes bien calibré, moi je vous conseille beaucoup d'avoir un lock ring. Comme ça, d'une fois à l'autre, vous n'avez plus besoin de refaire tous les ajustements. Vous le vérifiez un peu comme j'ai fait là, sur mettons les 2 premières douilles pour voir. Si le setting est resté le même, pas besoin de se casser la tête. Vous faites toute la batch de douilles. Si ça a bougé parce que vous avez joué avec le shareholder, vous l'avez débarqué 3-4 fois, le die a pris un peu de lousse, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. À ce moment-là, vous faites juste le dévisser, le réajuster. Si vous n'avez pas de lock ring, à toutes les fois, il faut reprendre la mesure, repartir de zéro, l'ajuster petit peu par petit peu jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon setting. C'est l'option. C'est une option qui prend l'outil d'Hornady avec le caliper. C'est aussi possible de le faire directement sur sa carabine, c'est-à-dire vous enlevez à l'intérieur de l'action tout ce qui est le mécanisme de feu, avec le firing pin, avec le spring, toutes ces choses-là, vous retirez l'ensemble pour pas que ça fasse de tension. Vous mettez la douille dans la chambre, puis vous regardez si votre bolt ferme de manière loose. En règle générale, si la douille n'a pas été resizée proprement, il va falloir forcer pour fermer le bolt. Une fois que l'épaule a été reculée, la bolt devrait tomber toute seule. C'est pas la méthode que je préfère parce que on l'essaye manuellement, puis d'une fois à l'autre, peut-être que vous allez bouger d'1 millième, peut-être 2 millièmes, peut-être 3 millièmes, puis finalement vous allez faire vos douilles comme ça, puis vous aurez pas la même consistance, alors que en le mesurant d'une fois à l'autre, vous devriez avoir le même résultat.